Donc, on se satisfait sur les questions sociétales et y compris des groupes plutôt souverainistes, et cetera, qui peuvent se satisfaire comme ça de l'arrivée d'un Musk qui pourtant est aux antipodes de ce qu'ils peuvent défendre le reste du temps. Donc, de ce point de vue-là, il y a une incompréhension. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que c'est ni tout blanc ni tout noir. Donc, effectivement, qu'il y a du positif parce que, eh bien, nous avions cette gauche woke et les libéraux qui maintenait comme ça la totalité des organes de pouvoir, des organes de presse, des réseaux sociaux, et qui se voient finalement recevoir un grand coup de pied dans la fourmilière. Et du coup, cette concentration du capital, elle fait aussi qu'on a de plus en plus de travailleurs à la tâche, et ça, le travailleur à la tâche, c'est typiquement aussi un retour au féodalisme. Il faut bien le redire, il faut rompre encore une fois avec cette idée du clivage gauche-droite, et puis surtout se réarmer théoriquement, parce que vous voyez bien que sinon, encore une fois, on a des tas d'analystes là qui, tout béatement, d'un seul coup, si brillants qu'ils peuvent être sur des questions géopolitiques ou j'en sais rien, d'un seul coup, eh bien, ouvrent leur cœur et leurs états d'âme à Musk, comme si c'était la vérité révélée, l'Immaculée Conception qui débarquait, la grande révélation. Bonjour Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien d'actu. Pour commencer ce nouvel entretien d'actu, tu souhaitais revenir sur la finalisation du rachat de Twitter par Elon Musk. Qu'est-ce que tu souhaites en dire ? Alors oui, effectivement, gros sujet d'actualité, puisque en réalité, ça recouvre énormément de choses dont on a déjà pu parler à d'autres moments et qui surtout s'inscrivent dans la continuité du rapport de force actuel qu'il y a au sein même de la classe dominante. Puisque il faut bien avoir conscience du fait que même si on parle régulièrement évidemment des antagonismes entre les classes, notamment entre les classes populaires, les classes moyennes et la classe dominante, il y a aussi au sein même de la classe dominante des rapports de force qui se jouent, des idéologies particulières, etc. Avec cette différence et cette finalité qu'avait bien souligné Marx dans l'idéologie allemande notamment, qui est que dans des cas de bouleversement politique important, la classe dominante sait toujours se serrer les coudes. Mais là, on assiste bien à ces rapports de force, c'est-à-dire qu'en fait, on est typiquement là aussi dans la continuité de l'écologisme réactionnaire que je décris si souvent, c'est-à-dire finalement par le dépassement de la phase néolibérale, typiquement, du capitalisme pour aller vers une réorganisation politico-économique de type plutôt féodal, hein, comme on a d'ailleurs pu le souligner, mais avec un développement technologique plus conséquent. Et Elon Musk est vraiment l'illustration même de cette phase-là. Et la guerre intestine que se livre la classe dominante actuellement, elle est entre les tenants justement du néolibéralisme et des personnages comme Musk. En réalité, on a là une adversité entre deux camps bien connus aux États-Unis, puisque elle recoupe dans les grandes lignes celle qu'on retrouve entre les démocrates et les républicains. Là, au moment où on enregistre, on n'a pas encore les résultats, mais il est question justement des élections à mi-mandat aux États-Unis. Et j'entendais encore ce matin à la radio dire les démocrates qui sont plutôt de gauche, les républicains qui sont plutôt de droite. Enfin, encore une fois, on essaie de calquer ces catégories complètement hasardeuses sur une réalité politique et un fonctionnement politique qui n'a rien à voir. Mais en gros, surtout, la réalité, c'est que nous avons aux États-Unis, de manière beaucoup plus explicite que chez nous, puisqu'ils ne se parent jamais de se prétendre socialistes ou que sais-je quand ils sont de gauche, nous avons surtout des libéraux, d'un côté, que les journalistes chez nous qualifient très abusivement de gauche, sous-entendu comme s'ils étaient plus proches des socialistes chez nous. Enfin, vous voyez, comme d'habitude, cette espèce de clivage et ces notions ne signifient en réalité absolument rien et ne permettent absolument pas de comprendre quoi que ce soit. Et puis, nous avons des libertariens, en fait, qui s'incarnent très bien dans la personnalité d'un Trump, notamment. Avec toutes les contradictions que cela recoupe, encore une fois, d'accord, hein, vous pouvez être libertarien et finalement, c'est toute la fortune. Et c'est toute... d'ailleurs, la contradiction et l'ironie du sort pour les libertariens comme pour les libéraux, c'est-à-dire qu'ils prétendent finalement qu'il ne faut jamais avoir affaire à l'État et que l'État n'a pas à intervenir dans les affaires économiques, mais en même temps, il n'existe que par l'intermédiaire des subventions d'État et donc par le pillage notamment de l'impôt et des subventions. C'est toute la fortune de Trump. Hein. Donc ici, c'est exactement à ça qu'on a affaire, c'est-à-dire qu'on se réjouit par certains aspects du rachat par Musk de Twitter, et par certains aspects à juste titre. Cependant, il faut bien avoir en tête le fait que si Musk peut un temps être le moyen politique pour essayer de dépasser
un moment particulier du capitalisme, il n'en est pas une finalité. Alors oui, on a quelques moments un peu réjouissants, mais c'est de l'ordre presque du divertissement, même si ça compte politiquement, notamment lorsque Musk met à nu les faux abonnés de Biden, les vrais trolls, hein, d'ailleurs des choses qui là encore ont été, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aujourd'hui, qui ont été maintes fois décriées, affirmées, et on nous disait qu'on était complotistes. Alors je ne parle pas uniquement de moi, uniquement de l'IHT, etc., mais de tous ceux qui effectivement ont fait état depuis plusieurs années, et parce qu'il y a des documents à l'appui de tout ça, notamment du fait que par exemple l'Union européenne emploie des trolls sur les payes, d'accord, ou des robots pour évidemment nourrir des faux comptes de politiciens, mener une bataille idéologique, etc. On nous avait toujours dit que c'était complotiste. Là, effectivement, Elon Musk vient de dévoiler cette réalité une fois de plus. Donc, effectivement, c'est intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, nous avons toute une partie libérale qui en fait est néolibérale. Et encore une fois, je le rappelle, le tournant néolibéral, c'est ce moment particulier où les libéraux se rendent compte du fait que la main invisible du marché n'organise pas le marché correctement et n'est pas profitable, décident finalement d'avoir recours à l'État et surtout de mettre les États sous tutelle du capital. Donc finalement, elle se sert de l'État à des fins particulières. Bon, Musk est dans une idée beaucoup plus libertarienne et c'est exactement ça qui est ici en train de se jouer. Et nous avons affaire ici aux contradictions internes, hein, comme je disais, à la classe dominante même. D'ailleurs, ça se traduit aussi par le fait que Elon Musk, voilà, vous voyez, se présente comme le chantre de la liberté d'expression, on avait eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps, ce qui n'est pas du tout quelque chose dont on peut absolument se réjouir quand on est un républicain français, encore une fois, parce qu'il y a certaines limites à la liberté d'expression qui peuvent être envisagées. Et d'ailleurs, la République française reconnaît des limites à la liberté d'expression. C'est un parti pris profondément libertarien, profondément américain, qui peut être louable par certains aspects, mais quand je vois que, encore une fois, on se satisfait de cette idée-là, comme si c'était une idée merveilleuse, et simplement parce qu'il y a l'idée de liberté, alors c'est super, c'est génial. Alors qu'en réalité, la liberté d'expression que va nous proposer Musk, finalement, comme c'est souvent le cas, si on comprend bien les déterminismes politiques, économiques dans lesquels nous sommes pris, en réalité, c'est ceux de l'idéologie dominante, encore une fois. Il ne va pas y avoir de grands bouleversements parce que Musk, effectivement, a repris Twitter. Et au contraire, on voit avec quelle facilité certaines personnes peuvent se complaire dès lors que sur les questions sociétales, Musk va tenir tête effectivement à une certaine gauche woke, je vais employer ces termes qui sont profondément inexacts mais qui permettent d'être au clair, alors qu'en réalité, il ne va évidemment en rien toucher, encore une fois, au mode de production capitaliste. Donc on se satisfait sur les questions sociétales, et y compris des groupes plutôt souverainistes, etc., qui peuvent se satisfaire comme ça de l'arrivée d'un Musk qui pourtant est aux antipodes de ce qu'ils peuvent défendre le reste du temps. Donc de ce point de vue-là, il y a une incompréhension. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que c'est ni tout blanc ni tout noir. Donc effectivement qu'il y a du positif parce que nous avions cette gauche woke et les libéraux qui maintenaient comme ça la totalité des organes de pouvoir, des organes de presse, des réseaux sociaux, et qui se voient finalement recevoir un grand coup de pied dans la fourmilière. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut très largement tempérer tout ça et bien comprendre que la bataille qui se joue là, c'est juste que Musk est dans un stade, sur lequel je vais revenir, de développement plus avancé du capitalisme. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais maintenant aussi, le but de Musk dans ce rachat de Twitter, on a beaucoup entendu dire, et c'est là que vous voyez le niveau catastrophique, encore une fois, des journalistes en France, que c'était pour l'argent, etc. Bon, alors il ne nie pas le fait que c'était évidemment aussi pour avoir davantage de pouvoir, etc., mais comme si c'était pour l'argent, alors qu'en réalité, quelque part, Musk perd aussi de l'argent à faire ça, bien évidemment. En réalité, l'objectif, c'est même pas d'avoir une influence médiatique, puisque Elon Musk avait déjà, notamment par l'intermédiaire de Twitter, une influence médiatique considérable. Donc il n'avait absolument pas besoin d'opérer ce rachat pour que ça arrive. On a vu comme certains cours de bourse avaient pu fluctuer, et aussi des crypto-monnaies, du seul fait d'un tweet de Musk. Donc en fait, il n'avait absolument pas besoin de racheter Twitter pour avoir cette influence médiatique. En réalité, le coup de force de Musk, c'est un coup de force politique. Et là, il faut bien comprendre qu'encore une fois, il est dans l'adversité directe avec
Bon, beaucoup moins, c'est moins le cas avec lui, mais à l'origine avec un Bill Gates typiquement, mais surtout avec un Jeff Bezos et Amazon qui n'est pas dans le même délire. C'est-à-dire qu'en fait, on a des combats pour des systèmes mondes. C'est-à-dire que le but surtout là d'Elon Musk, c'est de produire un système monde, c'est-à-dire un système monde qui dépasse les États-nations et où finalement le contrôle total est celui des entreprises dirigées par Elon Musk, c'est-à-dire un pouvoir total rendu au capital. Et parce que actuellement les forces politiques les plus prenantes, les plus puissantes sont du côté des libéraux qui sont ses adversaires, alors effectivement il se fait le chantre de la liberté d'expression. Mais quand demain les avancées du capital seront dans son sens, parce que de ce point de vue-là, il est tout à fait novateur, si l'on peut dire. En tout cas, il est beaucoup plus en phase avec les mutations actuelles du capital, eh bien, et qu'il y rencontrera lui aussi des difficultés peut-être ou des possibles personnes, individus, groupes qui iront à l'encontre de cette dynamique-là. On attend de voir s'il sera toujours dans la même dynamique de liberté d'expression. Parce que, encore une fois, ce que je veux souligner, c'est qu'avec le terme de GAFAM qu'on a aussi, nous, beaucoup utilisé, on peut dire beaucoup de choses et en même temps, on nie un peu ces rapports de force-là. Alors, il est vrai que régulièrement, moi le premier, je les nie parce que ce qui nous importe le plus, encore une fois, c'est les luttes contre la teneur du capital et ça va plus vite dans le discours, etc. Mais de fait, ici, il y a une grosse différence entre les néolibéraux et ces libertariens. Et il y a la lutte de pouvoir, elle est clairement entre le système monde Bezos et le système monde Musk. Mais en réalité, en dernière instance, c'est un système qui vise à dépasser totalement les États et surtout à opérer quelque chose qui est profondément important d'un point de vue du mode de production, des rapports de force, c'est-à-dire à une jonction du politique et de l'économique. C'est-à-dire que justement, les libéraux nous avaient vendu le fait que on ne se mêle pas de l'économique, on ne se mêle pas on ne se mêle pas des affaires économiques, on en reste aux politiques. Et finalement, on l'a vu récemment avec l'histoire des grèves, c'est-à-dire c'est Macron qui nous dit ce qui se passe au sein de Total, regarde Total, moi je n'ai pas à y prendre part d'un point de vue politique. Alors qu'en réalité, là, on est en train de reconstituer totalement des systèmes où le politique et l'économique sont totalement imbriqués. C'est-à-dire que le système monde Musk, c'est à la fois du politique, c'est à la fois de l'économique, et qui se traduit notamment par SpaceX, par maintenant Twitter, par Tesla, etc., et par tout un ensemble de choses qui vont essayer de conquérir de plus en plus de territoires. Alors, encore une fois, je le dis, je le répète, il y a un aspect dans le temps court, mais pas dans le temps long. Dans le temps court, il y a un aspect salvateur, c'est-à-dire que par exemple, Musk n'hésite pas à rejeter une certaine forme de transhumanisme. Musk n'hésite pas à rejeter certaines formes d'écologisme, notamment celles qui viseraient à indiquer que ce qui est le plus polluant, ce sont les enfants, et donc qui inviteraient à des formes d'eugénisme, etc. Il n'a pas, et d'ailleurs, comme il a beaucoup plus les moyens à tous les niveaux, et notamment financiers, de se défendre que moi, je ne m'attendrai pas davantage là-dessus, mais c'est quand même important, il n'a pas lésiné non plus sur le fait de dénoncer un certain nombre de réseaux de pédocriminalité, notamment autour d'Epstein et d'un certain nombre de politiques, y compris Bill Gates, etc. Bon, voilà, donc c'est-à-dire que de ce point de vue-là, effectivement, c'est salvateur. Mais si on en reste simplement à cet aspect qui apparaît salvateur parce que c'est une petite bouffée d'air frais qui en réalité n'est qu'une confrontation à ses adversaires directs, eh bien on perd de vue les objectifs qui doivent être les nôtres. Donc encore une fois, je le répète, Elon Musk comme moyen peut-être effectivement de prendre le contre-pied de la domination à laquelle on a assisté jusqu'à maintenant et de réintroduire finalement au sein de la classe dominante aussi un monde multipolaire, c'est-à-dire d'avoir une classe dominante plus divisée qu'elle ne pouvait l'être. D'Américains. It's really important that people have the reality and the perception they are able to speak freely within the bounds of the law. Et pour bien commencer sa rentrée, le nouveau patron a licencié une partie de l'ancienne équipe, notamment la chef des affaires juridiques, à l'initiative de l'exclusion de Donald Trump de la plateforme l'année dernière. Ça, pour nous, c'est quelque part, c'est positif, d'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'elle sera moins en capacité de faire bloc, d'accord ? C'est une hypothèse, c'est pas sûr du tout, d'accord ? Mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, les néolibéraux, on a vu la Commission européenne réagir très rapidement justement au rachat de Musk par Twitter en lui disant il respectera nos règles, etc. Thierry Breton demande donc à Elon Musk, on l'a vu, de respecter les règles européennes. Pourquoi ce rappel alors, Pierre ? Et en fait, cette jonction du politique et de l'économique,
c'est tout à fait le retour au féodalisme, en réalité, mais sous des formes nouvelles, d'accord, mais qui avaient été séparées au sein du mode de production capitaliste pour tout un tas de raisons. Et en réalité, le néolibéralisme, la Commission européenne notamment, etc., cherchent à réintroduire de la concurrence, c'est-à-dire, eux, ils veulent de nouveau faire du néolibéralisme typique, c'est-à-dire un retour au capitalisme à papa. Donc en fait, on a aujourd'hui une dispute entre, d'un côté, ceux qui veulent un retour au capitalisme au papa chimérique, qui est nécessairement en voie d'être dépassé, qui sont les néolibéraux, et puis on a celui qui est en phase avec le développement capitalistique actuel, qui est Elon Musk, évidemment. Et donc ce pouvoir, ce système monde Musk, il est sur 3 niveaux, il est technologique, il est politique, il est économique, et finalement, la progression technologique dont il nous fait part, d'ailleurs, est très intéressante, parce que c'est toujours une progression technologique qui vise à maintenir un pouvoir politique. C'est-à-dire qu'en réalité, j'avais signalé dès 2016, nous avons aujourd'hui, dans le capitalisme tel qu'il fonctionne, beaucoup d'innovations, très peu d'inventions en réalité. Vous voyez, on est toujours sur des choses, sur l'innovation, c'est-à-dire, en réalité, on a l'impression que c'est un synonyme de l'invention. Or, l'invention, c'est justement quelque chose qui tend à dépasser et à renouveler autre chose, d'accord ? Alors que là, finalement, on a toujours de l'innovation, c'est-à-dire sur la base de ce qui existe déjà, on essaie finalement d'améliorer. On vous fait une dizaine d'iPhone, on vous fait finalement des satellites qui sont toujours les mêmes, on vous fait des bagnoles qui sont toujours les mêmes, etc., d'accord ? Avec simplement des innovations technologiques qui vont permettre de développer des nouveaux marchés, d'accord ? C'est typiquement le cas de Tesla. Mais en réalité, vous n'avez pas d'invention, d'accord ? C'est pas une invention, la voiture électrique, d'accord ? Pour y avoir une invention, si on avait un nouveau moyen de déplacement, un nouveau moyen de locomotion, avec des énergies qui soient réellement, je ne sais pas, pas renouvelables, mais en tout cas qui effectivement nous mettent pas dans le mur, puisqu'on voit bien que la voiture électrique, encore une fois, est une énorme leurre, d'accord, pour toutes les raisons qu'on connaît, que je ne vais pas détailler ici, ne serait-ce que sur les coûts de production, l'impact écologique énorme de la production des batteries, le fait qu'on ferme en même temps les centrales nucléaires et qu'on est capable de dire il faut fermer les centrales nucléaires et qu'on roule tous en voiture électrique, enfin bon bref, vous voyez toutes ces choses qui en réalité montrent que ici on est dans l'innovation et on vante l'innovation. La Silicon Valley, ce n'est que de l'innovation, c'est-à-dire c'est tout le temps la même idée répétée, reprise sous différentes formes pour ouvrir de nouveaux marchés, mais en réalité il n'y a plus d'invention. Et ça c'est la raison pour laquelle, et en réalité on est dans une forme de restriction des forces productives. Et c'est pas du tout productiviste. Et là aussi on est dans une phase réactionnaire, au sens où on retrouve des aspects de la féodalité, puisque dans la féodalité, le but n'est jamais de produire, mais il est de concentrer le pouvoir. Et j'ai régulièrement insisté depuis plus d'1 an, sur notamment la suite de la crise Covid, etc., sur le fait, et je disais les GAFAM de manière générale, mais que ce soit les GAFAM ou Musk, etc., ici, c'est la même chose. Le but est d'étendre le pouvoir de quelques tenants du capital, mais non plus de produire. Produire, ils s'en foutent complètement, en fait. Ils peuvent liquider du travail vivant, etc. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir un pouvoir politique, économique, technologique. Et du coup, cette concentration du capital, elle fait aussi qu'on a de plus en plus de travailleurs à la tâche. Et ça, le travailleur à la tâche, c'est typiquement aussi un retour au féodalisme. Donc quand je parle depuis 2016 d'écologisme réactionnaire, c'est de tout ça dont je parle. C'est-à-dire que finalement, alors le volet écologique aujourd'hui, je laisse un petit peu de côté, mais d'ailleurs la bagnole électrique, c'est tout le volet écologiste aussi, etc. Mais c'est-à-dire le retour finalement, le travailleur à la tâche qui fait que, comme c'était le cas du paysan sous tutelle du vassal, géré par le seigneur sous la féodalité, qui travaillait en fonction de la tâche, qui était un travailleur indépendant. D'accord ? L'ubérisation est un retour aussi à ce système féodal. Et il est décisif dans la phase hégémonique que peut connaître le renouvellement du capitalisme qui est incarné aujourd'hui par Musk, en ce sens que quand vous ubérisez la totalité des travailleurs, eh bien finalement on perd cette idée forte qui était importante dans le dépassement du capitalisme, qui était le fait de la coopération des travailleurs, le fait de travailler finalement, non pas de manière indépendante, mais justement au départ dans des usines, ensemble, etc. Et donc de rendre le travail complexe, pluriel, et finalement ça dispense aussi malheureusement les travailleurs d'être en mesure de reconquérir leur souveraineté sur la production. Puisqu'à partir du moment où vous n'avez pas de droit et où vous dépendez de services numériques et technologiques, par exemple, tous les livreurs Uber, s'ils se mettent en grève, effectivement, on a vu ce que ça donnait une fois, ils sont très vite remplacés, malheureusement, parce que c'est un travail à la tâche, très peu qualifié, très peu qualifiant, et le problème, c'est que s'ils décidaient eux-mêmes de reprendre la souveraineté sur leur outil de travail, en fait, ils ne peuvent plus disposer de leur outil de travail, puisque c'est un service numérique, parfois breveté,
dont ils ne sont pas les maîtres en réalité. Donc là, nous avons vraiment un retour à ce système profondément réactionnaire, d'un féodalisme qui nous revient dans la gueule, mais qui, s'il s'apparente à des formes propres du féodalisme, est en même temps accompagné de développements technologiques qui font que là, cette fois-ci, les tenants du pouvoir, qui sont les tenants du capital, ont la possibilité d'avoir une mainmise énorme. Alors, il est vrai effectivement que, comme je l'ai dit, qu'à côté de ça, bon, il y avait des aspects positifs à ce que pouvait apporter Musk, mais je crois toutefois, une fois qu'on a éclairci un peu ça et qu'on est sorti un peu de l'idée oui, il faut sauver le soldat Musk parce qu'il nous libère du wokisme, etc. Bon, j'ai écrit un livre entier qui traite de ces questions, encore une fois, mais on me fait suffisamment le procès d'être contre tout ça pour pas m'accuser aujourd'hui d'être pro-woke ou je ne sais quoi. Mais encore une fois, on rétablit les choses de manière dialectique et non en étant tout blanc ou tout noir. Et au contraire, je pense que ça montre une nouvelle fois la nécessité qu'il y a de lutter de front, à la fois contre le néolibéralisme, contre ces systèmes mondes-là. C'est difficile, mais nous sommes capables de le faire à l'échelle de la nation, c'est-à-dire, encore une fois, la conquête de la souveraineté sur la production, elle ne pourra se faire que par une reconquête aussi de la souveraineté nationale, à l'heure actuelle, du fait notamment de ces travailleurs ubérisés, arrachés à leur outil de travail, c'est-à-dire la souveraineté nationale sera la garante justement de leur capacité à disposer de leur outil de travail. Alors il faut que ce soit concomitant, d'accord ? Souvent on a l'impression que c'est d'abord on lutte pour la souveraineté nationale, d'abord on récupère les pouvoirs régaliens de l'État, puis ensuite on récupérera le pouvoir sur la production. En réalité, ces choses-là doivent être nécessairement concomitantes, c'est-à-dire que c'est parce que nous aurons, dans les secteurs où c'est encore possible, et c'est la raison pour laquelle nous en avions beaucoup parlé sur les vidéos qui traitaient de la grève, dans les secteurs où c'est encore possible, parce que nous aurons fait des premiers pas corrects dans cette souveraineté sur la production, que nous aurons aussi un impact puissant sur notre capacité à engendrer une reconquête de la souveraineté nationale. Et inversement aussi, puisqu'il faut être le garant de tout ça. Et le capital, encore une fois, vous le voyez, est puissant, non pas parce qu'il veut accumuler de l'argent, il s'en contrefou, il est puissant parce qu'il gère cette organisation du travail. Et là, vous voyez bien que la traduction que prend le système monde Musk, c'est ça, c'est-à-dire une nouvelle organisation du travail. Et là, vous voyez qu'effectivement, il faut en revenir au b.a.-ba du marxisme, si souvent rejeté, mais dans les faits, encore une fois, le capital n'est puissant et les tenants du capital ne sont puissants que parce qu'ils ont le pouvoir sur le travail et sur cette organisation du travail. Et vous voyez que la recomposition à laquelle on assiste aujourd'hui, ce n'est que ça. Donc oui, les modes de production sont décisifs et il ne peut pas y avoir de renversement politique sans bouleversement de ces modes de production et donc de l'organisation sociale de la production, de la consommation. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons dans une logique de lutte de libération nationale dans un premier temps, de libération nationale de manière générale, qui comprend cette reconquête sur la souveraineté nationale et sur la production. Effectivement, on pourrait se dire, par rapport au système monde Musk, encore une fois, ça paraît invraisemblable, irréalisable, etc. Mais c'est la raison pour laquelle, encore une fois, c'est un pari. Hein. Vous savez que Lucien Goldman reprend dans Le Dieu caché l'idée du pari de Pascal. Le pari de Pascal étant ce pari qui consiste à dire autant, pour Pascal, d'accord, nous on ne parle pas de Dieu ici, autant croire en Dieu, parce que si je crois en Dieu et que je mène une vie en adéquation avec Dieu et que finalement je me rends compte que Dieu existe, j'ai tout à y gagner, et puis finalement, eh bien, Dieu n'existe pas, j'aurais quand même mené une vie droite, etc. Voilà ce que nous dit Pascal. Goldman, d'autres marxistes le reprennent à leur compte, en ce sens de dire, d'accord, on peut décider tout de suite d'arrêter de lutter, et donc d'emblée on a déjà perdu. Mais sinon on peut aussi faire le pari que peut-être nous avons les capacités dans l'histoire, ce que nous faisons l'histoire, à inverser cette donne-là, et donc à essayer de donner tous les moyens pour faire en sorte que ça arrive. Et c'est ce à quoi nous travaillons sans cesse, même si effectivement nous avons des faibles moyens. Mais encore une fois, il faut comprendre que l'histoire, elle est faite de singularité, elle est faite de bouleversements, et c'est parfois dans les moments dans lesquels on s'y attendait le moins que des choses arrivent. Hein, quel pouvait bien être l'état d'esprit général des Français, de l'état-major français, etc., quand nous avons été complètement envahis par l'Allemagne nazie. Personne a dû se dire à ce moment-là, bon bah c'est bon, dans 2 ou 3 ans c'est plié, on a repris le pays et c'est fait. Non, évidemment, on était dans des états de décrépitude tels qu'on pouvait sans doute imaginer que c'était la fin. Toutefois, comme je ne sais plus qui le soulignait très justement et de manière tout à fait intelligente, on a beaucoup plus de facilité à s'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Or, en réalité, ce qu'il faut que nous fassions advenir, c'est justement la fin du capitalisme. Et Elon Musk est juste en train de nous montrer l'énième voie et l'énième forme que peut prendre le capital, parce que le capital est toujours protéiforme, en ce sens qu'il avance par phases, et qu'en fonction de ces phases-là, il mute.
Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les doctrinaires un peu abrutis disent mais Marx n'a rien compris, la preuve c'est que le capital s'est pas effondré, le profit se porte très bien, la baisse tendancielle du taux de profit n'a aucun sens. Mais justement, Marx parle d'une baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire que c'est une tendance. S'il y a une tendance, ça veut dire qu'il peut y avoir des contre-tendances par définition, et que ce que fait le capital sans cesse, et Musk en est un exemple typique ici, c'est d'essayer de développer des contre-tendances. C'est-à-dire quand on a exploité au maximum le travail vivant sur Terre, et ben peut-être qu'on essaiera d'aller exploiter sur Mars. Alors aujourd'hui, on en est très loin, mais vous voyez, c'est l'idée. Évidemment qu'il impose des contre-tendances, donc il inscrit des rapports de force. Et donc on ne doit pas se voiler la face, pas se réjouir trop vite, mais au contraire, tenir la barre correctement et imposer ces contre-rapports de force-là. Et donc pour ça, encore une fois, je le répète souvent, mais il faut bien le redire, il faut rompre encore une fois avec cette idée du clivage gauche-droite, et puis surtout se réarmer théoriquement, parce que vous voyez bien que sinon, encore une fois, on a des tas d'analystes là qui, tout béatement, d'un seul coup, si brillants qu'ils peuvent être sur des questions géopolitiques ou j'en sais rien, d'un seul coup, ouvrent leur cœur et leurs états d'âme à Musk, comme si c'était la vérité révélée, l'immaculée conception qui débarquait, la grande révélation. C'est pas du tout le cas, d'accord ? Effectivement, on peut se réjouir du fait que on vienne un peu de taper dans les couilles de tout un système libéral qui nous avait profondément fait chier, qui nous censure à longueur de temps, et donc on peut profiter de ça. Mais vous voyez, quand je dis que c'est un moyen, c'est que c'est ça, c'est un moyen que le temps où finalement ils reprennent le pouvoir et où ils agissent exactement de la même manière en retour probablement. Et si ce n'est lui, d'accord, ce sera ses continuateurs, si le capital continue à se métamorphoser de cette manière-là. Donc effectivement, il faut en jouer, il faut être habile. Bénéficions effectivement de peut-être cette liberté d'expression plus favorable un temps, et mettons aussi le nez dans les contradictions à tous les groupuscules mi-woke, mi-zététiciens qui ont pourri la vie de millions de gens, notamment sur cette espèce de merde intergalactique qui est Twitter en réalité, puisque effectivement Twitter ne correspond d'ailleurs à on parle beaucoup de Twitter, or en réalité ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que moi la majorité des gens normaux que je côtoie dans ma vie n'ont pas Twitter en fait. Twitter est vraiment une concentration de merde désabusée de petits étudiants, de petits étudiants ou au contraire justement de doctorants, etc., de post-doc qui viennent étaler leur science à longueur de temps. Et là-dessus, il faut aussi effectivement relégitimer tout ça, c'est-à-dire que peut-être effectivement qu'on arrêtera de couper la parole sous le prétexte de grandes méthodes scientifiques à des médecins qui sont en capacité de prendre la parole, et là tout le monde va d'abord penser à Didier Raoult, mais je ne pense pas qu'à lui, d'accord, c'est-à-dire à des gens qui effectivement font un travail de terrain, ont une méthodologie liée aussi à l'expérimentation, à la conceptualisation, etc., et qui se font entre guillemets clouer le bec par Jean Trucmuche, qui est étudiant à Pierre et Marie Curie depuis 3 ans, et qui, parce qu'il a lu dans son bouquin qui n'existerait pas s'il y avait ces gens-là qui les précèdent, vient dire absolument n'importe quoi, et parce qu'il est le grand tenant de la science et du positivisme. Bon, c'est infernal, cette omerta-là est profondément infernale. La même chose sur l'intersectionnalité qui a complètement rongé les débats, mais encore une fois, il faut bien réaliser qu'au-delà de ça, les 3/4 des gens n'en ont mais absolument rien à carrer de Twitter. D'ailleurs, ils n'y vont pas. D'ailleurs, ça a souvent été incompréhensible pour les 3/4 des gens. Et c'est à se demander si justement ce système n'avait pas vocation à se rendre incompréhensible pour la majorité des classes populaires d'ailleurs, dans son fonctionnement, même par rapport à Facebook typiquement. Donc, en réalité, vous voyez que derrière tout ça, encore une fois, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. C'est à la fois hyper intéressant, extrêmement enrichissant, si l'on peut dire, sur le plan intellectuel, mais ça nous montre aussi qu'il faut absolument mener la lutte au niveau macroéconomique, macropolitique, et contre tous ceux qui font de l'innovation locale, machin, etc. Parce que ça, de la même manière, on entend dire... oui, nous, on a un pouvoir, on pourrait tous quitter Twitter, etc. Enfin, vous voyez bien que ça, c'est des affabulations gauchistes qui n'ont absolument aucun sens et que ça n'arrivera jamais. C'est comme le boycott de la Coupe du Monde, peut-être qu'on en parlera dans l'année. Non pas qu'encore une fois, on valide l'idée de la Coupe du Monde au Qatar, mais vous voyez bien que pour qu'un boycott fonctionne, si on arrive à faire fonctionner un boycott, ça veut dire qu'on est dans la capacité, effectivement, de faire consentir une très large majorité, voire la totalité de la population à quelque chose, et les rapports de force politique ne sont absolument jamais ceux-là. Donc, en réalité, il faut se battre sur d'autres niveaux, sur d'autres rapports de force, et arrêter d'être soit dans l'illusion Musk c'est génial, soit nous sommes des petits colibris qui allons prendre le colibri contre l'oiseau bleu, toutes ces merdes-là qui valent absolument rien. Maintenant, si vous avez envie d'être dans le sérieux de la politique, on vous donne les moyens de l'être et on vous invite à nous rejoindre.